Bien le bonjour tout le monde, merci d'avoir rejoint la vidéo. Aujourd'hui on va pouvoir parler de Dune deuxième partie. Alors, comme pour Dune première partie, je suis pas tout seul, je suis avec Kingerfly. Salut tout le monde. C'est parti. Déjà pour cette vidéo il y aura une partie no spoil et une partie spoiler. Avant qu'on commence, bon bien sûr j'imagine que vous avez vu le premier, hein, parce que forcément on va spoiler le premier, sinon là ça risque d'être un peu compliqué pour la suite. En gros l'histoire de ce deuxième Dune, c'est qu'on a Paul Atreides du coup qui a perdu sa famille. En fait voilà, il se retrouve dans le désert avec les Fremen, il va devoir apprendre leurs coutumes, un petit peu apprendre à vivre avec eux, pour commencer à préparer sa vengeance contre les Harkonnen, qui continuent à venir sur la planète Arrakis pour récupérer l'épice. Donc voilà, on suit l'histoire de Paul avec les Fremen, qui va commencer une grande rébellion. Voilà. Bon, je crois qu'on est unanime. Hein, Ouais, par contre, on va pas avoir beaucoup de points négatifs à citer, je pense. Hein. C'est une vraie dinguerie. C'est incroyable. C'est le genre de film. Alors, on allait le voir en IMAX. Ouais. C'était un truc de fou. Déjà au niveau du son. Du film, on le répète tout le temps, mais là, les sièges ils tremblaient tellement que c'était puissant. Était tellement impressionnante. La salle était remplie déjà. Ouais, la salle était blindée. C'était tout réservé et les vibrations qui étaient ressenties dès le début. Tu sens l'impression de la KDX. Tu peux pas ne pas être dedans. Non. Tu peux pas ne pas être dans le film. Il est là, il est autour de toi, t'es sur Arrakis. Hein, c'est une immersion. Ouais, c'est assez dingue. Limite, on te jetterait un petit peu de sable à la gueule, tu vois. Ouais, c'est vraiment à fond dedans là. T'as l'impression que tout fait un bruit de ouf. Genre ils peuvent ouvrir leur maillot. Ouais, c'est vrai. Tout est le son, il est accentué. Ouais. Il est accentué de fou sur tellement de plans. Il y a un moment, je me rappelle plus exactement lequel, mais ils font un truc qui est pas forcément. Je crois qu'il pose un objet ou il fait un truc et le son genre il fait trembler le siège. Je fais waouh, c'est pas impossible. Quelle sensation. C'est pas impossible. Mais non, mais sinon le film est vraiment incroyable. Après on peut pas trop en dire par rapport sans révéler l'histoire. Il y a tellement de, il y a beaucoup de contenu vraiment important. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Tu peux très vite spoiler. Ouais, c'est ça. Mais que ça soit au niveau du son, comme on vient de le dire, de l'image qui est, des qui est plans sublime. Moi, il y a un moment. Moi, j'ai l'ouverture en tête. Ouais, l'ouverture. L'ouverture, elle est déjà. Alors, c'est vraiment le début du film. On va pas trop spoiler non plus, mais. Ouais, non, c'est pas spécialement du spoil. Ouais. Soit. On va avoir des personnages, des mouvements de troupes qui sont sublimes. Mais on a un décor qui est orange, avec des dunes oranges, un ciel qui est aussi orange, et on a ces personnages en armure noire qui avancent, qui vont commencer à avancer de manière, on dirait, qui volent en fait, qui volent tout simplement, mais c'est un côté poétique un petit peu. Il n'y a pas de réacteur, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, c'est juste ils flottent dans l'air. Pour avoir l'image un petit peu, c'est comme dans le 1, quand t'as les troupes blanches là, avec la griffe qui tombent des vaisseaux. C'est dans le même sens, dans le même style, sauf que là ils vont en hauteur et c'est tellement beau, c'est sur le côté. Le plan est sublime. Et t'as ce plan où t'as un corps qui est. Oui, et tu les vois arriver au loin comme ça en flou au-dessus de la dune. Et c'est vraiment classe. Et là, du coup, le film s'ouvre là-dessus. Et t'es là, ça va être une dinguerie. Ouais. On va passer 2h40 clairement. De folie. Clairement. Et c'est le cas. C'est le cas parce que le film ne fait que de monter crescendo. Ouais, et puis il n'y a pas de moment mou. Alors il y a des scènes plus calmes, plus remontantes, avec des longues conversations de personnages. Mais si vous êtes accroché à l'histoire de Dune, ça se regarde et t'es là, tu dis je veux du lore. Puis c'est logique comment ça avance. Il y a peut-être, après c'est peut-être s'éparpiller, mais le temps, la chronologie du temps qu'on a souvent redit, qui est dans celui-là, qui est peut-être un peu vite. T'as des coupures à des moments qui font vraiment passer des moments à un autre, mais c'est vrai qu'il y a certaines ellipses temporelles qui sont peut-être un peu grandes, et le seul moyen qu'on a pour se reconnaître, ça va être la mère qui est enceinte. On sait déjà qu'elle est enceinte dans le premier. On sait qu'elle est enceinte et qu'elle est enceinte. Mais voilà, ça va être la seule chose qui va nous mettre dedans. Après, il faudrait un deuxième visionnage pour voir si on n'a pas peut-être loupé un truc où il parle qu'il s'est passé peut-être 1 mois ou 2 ou je sais pas. J'ai pas eu ça en tête. Moi aussi pareil, c'est la ligne temporelle, c'était la mère. Ouais. Donc en soi, on se dit elle est à peu près à ça parce que moi
on va pas spoil, mais voilà. Mais l'évolution de son ventre te fait dire où est-ce que ça en est dans le film, grossièrement. Non, mais c'est exactement ça. Il y a les évolutions aussi de ce qui se passe au sein des Fremen, mais c'est pas assez précis. D'une deuxième partie, ça ressemble énormément au premier, alors pas dans l'histoire, mais c'est pareil, on a un film qui est quand même léché dans son image, dans le travail qui est fait, les décors qui sont des décors réels pour la plupart. Donc à ce niveau-là, en fait, on est vraiment dans une continuité. On n'est pas dépaysé par rapport au premier Dune. Sauf que là, on a beaucoup plus de grandiose, beaucoup plus d'épique. Et c'est là pour le coup, on en prend vraiment plein les yeux. Il y a des plans, il y a des plans, mais qui marquent. Enfin, simplement. Alors, de toute façon, elle est dans la bande-annonce, mais ce plan où tu vois Paul qui avance face caméra avec ce désert un peu noir, lui habillé de noir, et tu vois derrière le verre qui sort comme ça. Là, tu te dis, waouh, là c'est lourd, très très lourd. Il y a tellement des plans mis en avant pour Chalamet, c'est un truc de fou. Ah ouais. Emblématique. D'ailleurs, ouais, exactement. Il crève l'écran. Ouais. Il crève l'écran de fou. Il est. Ils l'ont mis sur un piédestal tout le long. Enfin, dans le 1, il l'était un peu moins, mais là, dans le 2, c'est. Ouais. Mais après, au-delà de l'acteur, c'est aussi le personnage qui mérite de devenir iconique et cette idolisation. Ouais, idolisation, une sorte d'idolisation. Ouais. C'est un truc de fou. Et plus on avance dans l'histoire, plus il évolue. Et il y a des scènes vraiment où tu le regardes, tu fais waouh. Il en dégage grave. Il impose. De toute façon, alors, je sais pas si c'est considéré comme un spoil ou pas, mais bon, déjà dans le 1 c'était très axé un petit peu religion, il y avait une petite accentuation, et c'est pour souligner le fait qu'il soit idolâtré, parce que idolâtré, voilà, c'est ça devient, il y a une bonne grosse discussion de la religion dans le 2 qui est très 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 présente. Ah oui, énormément. Sans parler de trop de spoil, mais c'est vraiment le cœur même c'est que ça, il y a que ça du film. Hein. Il y a une très grande comparaison entre des fanatiques et des comment on peut appeler ça, les fanatiques qui sont pro-religieux, des athées, on va dire, presque des athées, ou des gens plus terre à terre, plus terre à terre, plus dans la chose. Tu vois, dans les années 90, les personnages principaux, on te mettait toujours des gros costauds, des balèzes et tout, tu vois, vraiment, qui est devenu un stéréotype avec le temps. Mais là, maintenant, on a un acteur, tu vois, il est un peu plus gringalet. Ouais, il est gringalet et tout, et pourtant, il en impose grave, quoi. Il a tout ce qu'il faut, et vraiment, c'est un personnage, il en devient tellement puissant par son charisme que limite, il y a une crainte qui s'en dégage. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est limite, tu te poses des questions sur le personnage. Après, voilà, on va pas rentrer plus parce que là, on est au bord du spoil. mais voilà, c'est franchement, si vous avez aimé le premier, mais foncez voir le deuxième. C'est une vraie dinguerie. Si vous avez moins l'habitude, déjà rattrapez le premier. Et si vous aimez cette ambiance du premier, vous allez kiffer le deuxième. C'est sûr et certain. Zéro souci. Vraiment zéro souci. Ah ouais, non mais grave. Il est peut-être un peu plus long, mais c'est. Ouais, il est un peu plus long. Comme on disait tout à l'heure déjà, t'es dedans quoi. Ouais, c'est sûr. Moi je les ai pas vus passer, c'était un kiff tout le long. Ok. Du coup, partie spoiler. Alors bon, là on va spoiler un max, hein, donc voilà. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Avant tout, on n'a pas lu les livres, donc c'est possible qu'on fasse des théories sur la suite et tout ça, mais vu qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, nous on a seulement les films de Denis Villeneuve. Il arrive à mettre en place l'icône du héros, et surtout ce côté un peu divin qui commence à avoir, la légende qui commence à naître de Paul Atreides. C'est tous les grands termes utilisés pour une personne si importante, c'est exactement ça. C'est un prophète dans le film. Ah oui, c'est un prophète, c'est un prophète littéralement. Exactement. Qui va devenir une divinité par la suite, c'est obligé. Et aux yeux des gens. Ouais, aux yeux des gens, ouais, grave. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment la naissance d'une religion. Oui. Et ça a pas de nom d'ailleurs. Non, elle a pas de nom. Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle aura un nom. Genre, mais c'est trop tôt. Chalamet religion. La Chalamet. Ah là, les fans de Chalamet, là, ils vont être comme des fous. Je sais pas comment ils pourraient l'appeler. Mais d'ailleurs, pour revenir à l'acteur, il y a ce moment quand il est dans la grande salle. Du coup, cette scène-là, il y a tous les chefs qui arrivent. Lui, il arrive et il a vraiment eu juste avant une poussée de. Déjà, en fait, il a surtout pris le truc pour où il voit l'avenir, en fait.
Et le fait de voir l'avenir comme ça lui donne une confiance en lui qui est énorme. Et quand il arrive, je me suis... Enfin, tu sais, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, est-ce qu'il a prévu son coup? Est-ce qu'il sait que c'est que de cette manière qu'il doit agir pour pouvoir réussir? Mais quand il dit personne peut me vaincre ici, ils sortent tous leurs lames. Ça c'était impressionnant, ouais. Parce qu'en fait, du coup, il arrive là-bas, mais en ayant sa surconfiance en lui, la vision des choses. Mais en fait, il devait tuer un des chefs, qui est... alors j'oublie son chef. Ouais, j'ai oublié son nom. Dans leur tradition, il n'y a que les chefs qui doivent être ici. C'est pour ça que c'est pour justifier l'impact de la scène. Il n'y a que les chefs qui sont là. Pour pouvoir venir parler au sein de cette scène, il aurait dû tuer le chef. Mais le problème, c'est qu'il dit non, on va pas tuer notre meilleur élément, on va pas tuer notre meilleure lame, je vais pas me battre contre elle. Ouais. Et derrière ça, direct, il met un grand coup de pression à tout le monde en disant, comme tu dis, mais grave. Qui ose me tuer, personne ne peut me tuer, et il y a tout le monde qui sort leur lame. Enfin, la scène, elle est impressionnante de fou. Et ça, j'aime bien parce qu'ils lui disent tu dois tuer. Alors, c'est devenu son ami maintenant, c'est le chef des Fremen. Et il dit tu dois le tuer. Il n'y a pas de suspense. Non, il n'y a pas de suspense. Il dit non, je ne le tuerai pas. C'est notre meilleur élément, c'est mort. C'est bête. Paf, on arrête le suspense, on le tuera pas. Et ça tourne pas autour du pot. Il arrive, il dit non, je le ferai pas. Et il le fait pas. Et après, quand il regarde les gens, il dit toi, t'as fait ça, toi, t'as ça. Tout le passé des gens, tu te dis, mais what? Mais il a une vision omnisciente de tout là dans grave. Ouais, mais c'est ça. Il est omniscient en fait, clairement. Il voit tout. Alors, tu vois, c'est pas trop expliqué et tout. C'est expliqué par le fait d'ingurgiter l'eau de vie. L'eau de vie qui est, bon, voilà. Ouais, bon, là, c'est un peu. Truc, c'est un peu magique. C'est un peu, Mais bon, ok, ça tu passe. Prends. Après, tu vois, il dit normalement, aucun homme n'est capable de le faire. Oui, mais c'est vrai. Et lui, il peut. Alors, parce que sa mère, c'est une Bene Gesserit. Et du coup, il survit de ça. Ouais. Après, il a cette scène. Et surtout, c'est juste après ce moment. Donc là, déjà, il est monté. Il y a cette dinguerie où il parle à tout le monde. Et juste après, t'as ce plan du verre qui sort. Et lui, c'est quand ils partent. Quand ils repartent. Ouais. Et là, tu dis, waouh, le mec, là, c'est bon. Là, il a passé un cap. Oui, parce que du coup, comme on l'avait vu en fait dans la scène à la fin de quand on est retourné voir Dune 1, la scène qui était en post-crédit, c'était son épreuve de chevaucher un verre des sables. Ouais. Et du coup, après cette scène-là, il a fait toutes ses épreuves au sein des Fremen. Ouais. Il s'est beaucoup entraîné. Alors, à un moment, j'ai eu un truc, alors peut-être ça va être un peu rien à voir, mais à un moment, le chef lui dit tu vas là-bas, tu fais un bivouac. Mais ça c'est coupé, genre on dirait c'était toute une scène coupée. On le il lui dit tu vas faire un bivouac pour t'entraîner à être dans le désert et tout ça. Il lui dit il y a des créatures et tout. Fais attention aux vers qui sont comme ça. Pas tu te dis putain on va avoir une autre faune et tout. Tellement pas. Non, il part dans le désert, c'est de nuit. Et il dit il y a des djinns et tout ça, et toute une pop culture, enfin pas une pop culture, il y a toute une culture un peu du fantôme ou quoi dans le désert, enfin. Et il n'y a pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et ça se trouve, tu vois, cette scène dans les livres, on l'a. Il a décidé de la couper pour le reste. On a une montée crescendo tout le long du film pour finir à ce grand climax qui est une guerre finale, clairement. Ça envoie du lourd. On a les Verts, on a les Fremen qui arrivent un petit peu. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup qui attaquent une base. Enfin, une base. Ouais, si, en soi, c'est une base Harkonnen avec tous les vaisseaux, tout ça, mais. Ils tiennent bien, les Fremen, ils sont forts. Hein. C'est surtout, en fait, c'est que c'est très accéléré en soi, mais il est allé chercher les peuples du sud, il les a ralliés, du coup. Donc, du coup, il rattaque au nord la ville qu'il avait perdue à la fin du 1, enfin au début du 1. Ouais. Et du coup, en fait, la sorte de base qui se crée au milieu du désert, de l'empereur, en fait. C'est l'empereur. Oui, c'est ça, c'est l'empereur qui est venu, et il y a un mix de l'empereur avec ses Talassar. Ces soldats impériaux là, avec la griffe blanche, je ne me rappelle plus leur terme, et les Harkonnen. Donc tu as vraiment le condensé des deux au même endroit, et du coup t'as Timothée qui arrive et qui t'as une grosse scène de combat d'armée contre armée avec les Verts qui arrivent. Mais ce moment où ils sont sur les Verts et qui tiennent le drapeau, drapeau Atreides, tu te dis là c'est bon, c'est leur emblème, bannière, alors que les Fremen ils étaient super durs à convertir, on va dire, un peu dans ce truc, et là maintenant ils l'acceptent totalement.
Et oui, parce que c'est la bannière des... C'est la bannière des Atreides. Ouais, c'est pas celle des Fremen. Non, les Fremen n'ont pas vraiment de bannière. Mais là, c'est un Fremen qui tient la bannière Atreides. C'est vraiment leur sauveur. Et sa mère qui en joue beaucoup. Ouais, sa mère qui se sert des gens les plus faibles et tout. Ouais. Bah alors du coup, comme on est parti no spoil, on peut le dire, en fait, elle est enceinte, donc du coup ce qu'on expliquait tout à l'heure en partie no spoil, c'est qu'en fait elle a une temporalité avec l'enfant qui grandit, donc c'est une fille, et elle peut communiquer, à partir du moment où elle boit l'eau de vie, elle peut communiquer avec son embryon qui évolue, et c'est un peu particulier, mais du coup c'est la fille qui sait déjà sa destinée dans son ventre, et qui dit, en parlant aussi, qui fait passer le message à son frère en disant ça va bien se passer, montre-leur le chemin. Enfin, tu sais, c'est un peu spécial quand même. C'est de la, c'est littéralement c'est vraiment SF dark quand même. Hein. Un embryon qui parle à sa mère pour parler à son frère. Surtout qu'à un moment ils ont une conversation. Paul et sa mère. Dis-lui que machin et tout. Genre la mère elle parle mais comme si elle était pas là. Ça fait un peu. Mais tu te demandes si la mère elle se sert de ça pour dire des choses à son fils ou si c'est vraiment la sœur qui parle à Paul. C'est en particulier. Et elle, ça va devenir un personnage. La mère. La mère, ouais. Elle, quand plus tard on aura du coup les 3 films, on regardera comme elle est. Au tout début, que c'est sa mère et tout, et comme elle a fini, tu dis waouh, l'évolution du personnage. Elle est à fond propagande de son fils en fait. Oui, grave. Elle fait envoyer des messagers, des machins, elle dit faut dire au peuple, faut qu'ils comprennent machin. Même si elle fait sans scrupule. Il n'y a pas de scène violente où elle bute des gens quoi, mais elle montre avec détermination qu'elle va imposer à tout le monde. Mais elle se sert de la religion pour détourner la chose. C'est ça. Et c'est un côté malsain. Donc c'est très intéressant cette façon de faire. Et surtout qu'on apprend pendant le film que du coup, surtout elle, son père c'est le baron. Le baron tout dégueulasse là, qu'on voit dans le tout. Mais enfin, moi sur le coup, j'ai pas trop compris l'importance de relier les deux familles. Mais en fait, alors comme vous avez dit, on n'a pas lu les livres, donc on sait pas ce qui se passe après. Mais c'est possible que ça ait des répercussions dans le 3. Du moment où les Fremen vont commencer à apprendre ça, il y a peut-être deux camps qui vont se diviser. Dire que c'est un bâtard ou c'est ça. Ça peut avoir et que il a le sang de notre ennemi machin, donc ça va faire deux. Après j'avais pensé au moment, après en y réfléchissant un peu après de cette révélation qui est vraiment à la fin du film à peu près, que dans le jeu de pouvoir, parce que je suppose qu'à un moment il va y avoir un jeu de pouvoir qui va aller plus loin que la planète Dune. C'est la ressource importante de ce qu'ils nous disent. Mais là, du coup, ça spoil aussi un autre truc, c'est qu'à la fin, c'est lui qui devient empereur de l'univers. Il prend. Non, parce qu'il n'est pas reconnu par les maisons. Non, il l'est pas encore. Il l'est pas encore parce que l'empereur est encore en vie en plus. Mais il est duc d'Arrakis. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc. Mais même lui, il l'avait dit parce que quand il envoie, je m'éparpille un petit peu, mais quand il envoie le messager à l'empereur, ce qui fait que l'empereur arrive direct sur la planète. Il lui dit je vais te buter, je vais prendre ta place. C'est ça dans le message. Pour lui mettre un coup de pression, qui lui d'ailleurs il saute les 2 pieds de joint direct. Oui, il arrive. Parce que pour lui l'empereur il était intouchable. C'est ça. Tu vois. Mais c'est. Enfin, du coup, c'est pour en revenir à ce que je disais, c'est que le fait qu'il ait un lien de parenté avec les Harkonnen, ça aura peut-être un système politique après. Tu sais, ça peut peut-être se faire auprès des autres grandes maisons. Mais c'est sûr, parce que les maisons, c'est là où ça va jouer, je pense. Vu qu'elles reconnaissent pas son titre, en fait, ils veulent pas le reconnaître comme empereur. Eux, ils vont se mettre contre lui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le pognon qu'il y a sur la planète avec l'épice. Donc, tout le monde va se mettre contre la planète Arrakis. Mais ça va être tellement bien. Ça va être génial. Ça va être un système de... Déjà là, dans le 2, je me le suis un peu senti... un peu une vibe Game of Thrones sur certains moments. Tu sais, dans les jeux de pouvoir et tout. Et là, dans le 3, ça va être encore plus avec les maisons et tout. On les a jamais vues. Enfin, ça peut être très intéressant. Ça va être tellement intéressant. Tu peux avoir imaginons, moi je vois bien une maison qui se pose des questions et qui rejoint les Fremen. Tu vois. D'autres qui vont trahir. Enfin, ça peut partir loin. Mais... Et du coup, un truc aussi on voulait dire, c'est que alors du coup toute la romance qu'il y a entre Chani et Paul Atreides se brise un peu à la fin en quelque sorte. Enfin, tout le long du film il y a la romance qui commence, mais elle se rebrise un petit peu. Et
En fait, du moment où il demande l'autre voilà, en mariage... ce que je voulais dire, ouais. Il demande la fille, on découvre la fille de l'empereur et il dit, bah, pour faire encore un autre système de jeu d'alliance, il veut prendre, enfin, il l'impose même. Il dit, je vais prendre la main de votre fille en tant que, comme ça, vous dégagez, et puis moi, je prends un peu le pouvoir, quoi. Ouais, c'est ça. Pour dire que elle, de son côté, Shani, ce qu'on avait pensé, c'est que tout le long du film, elle va commencer, je pense, vu qu'ils sont les idéaux complètement divisés entre elle, son point de vue très terre à terre, et lui qui commence à devenir un peu plus fanatique. Bah, ouais, c'est ça. Il y a deux camps qui vont se faire. Elle va clairement être pour la suite. D'ailleurs, le dernier plan du film, c'est elle. Oui. Elle a ce visage visage déterminé. Ouais. Alors, peut-être pas une vengeance pour l'instant, mais elle veut. Je pense qu'elle veut monter de son côté son clan, en fait. Ouais. Mais donc, si tu regardes bien, t'as Paul qui est avec tous ceux qui le suivent, en fait. T'as Shani qui va rejoindre encore d'autres groupes de Fremen. T'as les maisons, t'as les Harkonnen et t'as toute l'empereur. Tu vois. Et encore les Harkonnen, oui, ouais, ça fait déjà beaucoup, mais les Harkonnen ils sont un peu. Mais ils sont tous morts, les grandes têtes. Ouais, mais t'es encore chez eux, quoi. Ouais, t'as chez eux. Il y a un nouveau duc, un nouveau baron. Un nouveau baron qui va arriver normalement. Moment, là, toutes les grandes têtes qu'on a vues, ils les ont fait tomber. Ouais. Donc est-ce que la maison... Non, là, il partait du principe que les maisons étaient finies à partir du moment où tout le monde était mort, mais ouais. Là, toutes les grandes têtes des Harkonnen qu'on a vues, donc le nouveau qu'on voit, le baron plus c'est vrai que tout le monde est mort, à moins que l'empereur pose une nouvelle personne qui deviendra... c'est possible, à mon avis, les Harkonnen, je pense que fini. Oui, je pense que c'est pas fini, non, clairement pas. Mais du coup, je t'ai coupé dans tes 5... Mais en soi, c'est ça, c'est que dans la suite, on risque d'avoir beaucoup d'éléments. Entre eux, qui vont... l'histoire, elle va... sûr. Tu peux mettre aussi tout le côté de la mère, qui, elle, on va dire qu'elle va avoir son truc aussi. Toute cette secte, enfin, je l'appelle la secte, moi, parce que pour moi, ils sont un peu... c'est les Ben Jerry's qui sont là un peu en arrière, et que même là... À la fin, j'ai adoré la scène où lui, il a son summum de confiance et qui met un grand coup de pression. Ah ouais. Il lui dit taisez-vous, je sais plus quoi. Taisez-vous. À la mère, à la grande prêtresse. Tu dis, elle, c'est la max. C'est le max. Et lui, il arrive un coup de pression. J'ai adoré. Je me suis dit, mais c'est trop bien. T'es trop fort, mec. C'est trop bien. C'est agréable. Ouais, c'est vraiment trop bien. Mais tu te dis, mais qui peut le stopper? Qui peut le stopper? Qui peut le stopper en fait? Mais ça fait peur parce que tu te dis, c'est un perso que tu kiffes. Ouais. Mais tu dis, pars pas trop en live, quoi, sinon ça... Bah bon, ça serait dans la logique. Tu sais, le moment, c'est un autre plan aussi, mais quand il est dans la salle, là, qui parle à tout le monde, et tu sais, qu'il se met à genoux comme ça. Tu sais, il se tient exactement comme un Fremen. Oui. Là, il le regarde comme posture, ça. Trop la classe. Mais oui. Ouais, puis du coup, il y a ce truc sur la planète Harkonnen, avec Feyd-Rautha. On t'introduit le personnage pendant tout un moment, quand même. Mais tu sais, le moment sur la planète et tout. C'est son anniversaire et du coup tout est en noir et blanc. Alors moi ce que je me demandais c'est est-ce que le noir et blanc c'est un choix artistique ou est-ce que ça a un rapport avec le film. Par exemple ils ont un soleil blanc ou un soleil noir, je crois que c'est ça, et que du coup le spectre de lumière n'est pas le même. Je crois que c'est ça. Bon après on n'a jamais vu cette planète en ultra colorée, mais je pense que c'est déjà dans le 1. Mais oui je crois que c'est ça, il le dit en fait que non seulement c'est son anniversaire, mais en plus il y a le combat dans l'arène et il lui dit, je crois il y a une phrase qui est dite oui c'est le soleil, vu que c'est le soleil une éclipse noire ou le soleil noir, du coup c'est pour ça que ça explique que c'est en noir et blanc. Mais par contre c'est vraiment stylé. C'est trop beau. C'est vraiment stylé parce que ça dénote, enfin là tu vois quand je repense au film, c'est vraiment un passage à part entière, tu vois, parce que tu as tout ce film de couleur un peu jaune, orangé, et là paf d'un coup tu as ce noir et blanc qui arrive et ça dénote complètement. Et puis ça correspond tellement bien aux Harkonnen. Tu sais, ils sont toujours bien. Ils sont toujours un peu pas sales, mais ils sont répugnants, tu vois. Il est toujours un peu dans des bains de trucs noirs, le baron. Ça fait pas propre, ça fait méchant, mais. Déjà, ça pousse vraiment tous les trucs du méchant. Alors, il y a un truc que j'ai trouvé un peu trop poussé, que dans les films, je le vois d'une manière trop facile, mais c'est le chef qui tue. Trop facilement les siens. Je suis d'accord, ça c'est un peu trop vu, enfin c'est trop. Ouais, c'est vraiment. Bon, je suis méchant donc du coup je tue les miens. Ouais, c'est un peu. Ça c'est un peu facile parce que en fait après c'est le personnage qui fait ça, c'est pas, tu vois, le baron l'a pas trop fait. Non, peut-être dans le 1 à la limite, mais encore tuer des servantes et tout, ben il a moins. C'est aussi dans le 2 là.
Et quand il est dans son bain, attends, lui, il les bute. Enfin, il y a plusieurs scènes. Le baron, les trois, en fait. Les trois butent leur servant à chaque fois, quoi. C'est vraiment de la chair à canon. Mais voilà, t'as un moment, t'as juste il lui dit un mot de travers, un bras droit, tu vois là, et paf, il le tue, quoi. Bon voilà, des fois c'est des scènes un peu faciles. On a, tu vois, enfin rien à voir, mais dans Harry Potter, à un moment, Voldemort tue un des siens. Mais c'est le moment où, bon petit spoil Harry Potter, hein, mais c'est le moment où Voldemort il a tout perdu. Il a perdu tous ses Horcruxes, il est vraiment en train de crever, et là il est au bout du gouffre, et là il tue l'un des siens. Ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Là, il tue trop facilement. Du coup, bon ça rend juste le personnage taré, après c'est peut-être le but aussi, quoi. Je pense pour Fade, je pense que c'était vraiment le but voulu. Parce qu'il le montre vraiment comme un psychopathe qui a soif de sang. Et... c'est le moment où il a la lame comme ça. Et qui rigole. Il rigole. Je dis, c'est vraiment un barge, quoi. Et au final, il y a un beau combat à la fin. contre Paul. Mais... J'aurais voulu qu'il reste pour le 2. J'aurais voulu que ça devienne le nouveau baron. Je me suis dit que ça allait être ça, mais non, il le finit... il le finit. Du coup, ça fait vraiment un méchant de passage. Ouais, c'est ça. Et tu sais, c'est un peu le truc des fois de trop teaser un méchant. Tu vois, de trop teaser un antagoniste qui va au final ne pas rester. C'est un peu dommage, c'est un peu un acte manqué, quoi. Parce que ça, de la façon dont il t'amenait tout ce personnage-là, c'était clairement pour te dire, il aurait très bien pu couler sur la suite, quoi. Parce que du coup, là, pour le 3, du coup, on n'a plus de vraie tête chez les Harkonnen. Du coup, tu te dis c'est dommage parce que là vous aviez un bon perso. Le personnage de Batista est mort aussi. Il aurait pu lui aussi reprendre, tu vois, faire d'une manière différente. Mais non, il est mort aussi. Donc on verra. Mais après t'as plus de méchant en soi. Non. T'as pas de méchant. Non, à moins que ça soit l'empereur qui vrille. Et après tu vois, tu vas avoir d'autres maisons. Mais de méchants Harkonnen, non, t'en as plus. Mais voilà, et puis merci Denis Villeneuve. Hein. Punaise, ok oui. Quel travail, franchement. Quel plaisir de nous mettre des films comme ça, punaise. Mais grave. Et encore une fois, c'est... Dès que je vais voir un film, c'est toujours pareil, c'est la passion. Mais oui. Qui nous donne des choses comme ça. Quand c'est fait pour faire, t'as rarement des bonnes choses ça marque qui te marquent. C'est ça. Dès qu'il y a la passion derrière, souvent la passion d'un réal ou tu vois d'un créateur, t'as quand même quelque chose qui est là, qui est présent, et tu regardes les plus grands trucs, les plus grandes sagas et tout, il y a souvent une idée précise en tête. Après, bien sûr il y a des exceptions à la règle, mais là Denis Villeneuve, quand il est rentré à Hollywood, j'avais vu un interview là, quand il est rentré à Hollywood, on lui a dit c'est quoi ton projet de cœur? Il lui a dit c'est Dune. Direct c'est Dune. Trop bien. C'est pour ça qu'il s'investit autant. Mais oui. Puis tu vois, c'est les costumes. Tu vois, tout est palpable, tout est vrai. T'as pas l'impression que c'est des fonds verts partout, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont sur du sable, ils le touchent, quoi. Enfin, tu vois, ils sont dans un bac à sable à un endroit, dans un hangar. Tu vois, j'imagine bien le truc. Il doit y avoir des scènes comme ça, mais pas tant que ça. Oui, après, ouais, bien sûr. Mais tu vois, j'imagine bien que ça aurait été fait par une autre personne, on lui aurait demandé de faire Dune. Je vois bien l'interview, on a travaillé un nouvel. On a déposé un nouveau brevet pour vraiment que le sable, on croit que c'est du vrai sable qui tombe. C'est pas du vrai. Mais ouais, c'est vraiment bien fait. Alors non, lui, il a pris les caméras, il est parti dans le désert, il a filmé le désert. J'avais vu, je sais plus, c'est Afrique du Nord ou Afrique du Sud et Arabie Saoudite, il me semble. Ouais, oui, j'ai pu voir ça dans les interviews. Mais il y a des plans, j'ai beaucoup pensé à la Jordanie et tout, tu sais, ces roches comme ça qui sortent. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça marche en fait, c'est pas besoin d'aller chercher des trucs parfois trop complexes. Alors, je sais que c'est énormément de travail, hein. L'équipe, forcément, il faut amener tout le matos dans le désert. Il y a la chaleur qui est vraiment pesante. Tu vas pas pouvoir tourner tout le temps. Ouais, faut pas qu'il y ait un avion qui passe dans le... Bon, maintenant, on les enlève facilement à la limite. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as les conditions climatiques aussi. Mais un rendu qui n'est clairement pas pareil. C'est là, quoi. C'est clairement pas pareil qu'un fond vert et des images de synthèse. Ah, mais abusé, t'es dedans. Il faut le faire. Tu vois, là, l'exemple que j'ai... C'est du grand cinéma. Ça serait Mandalorian. Ouais. Tu vois, eux ils ont fait avec la nouvelle technologie des écrans là. Ouais, alors ça marche, tu vois. Plus dans le thème, tu vois. Ouais, ça marche quand même, mais ça vaut pas du vrai en fait. Ouais, mais c'est un peu en mode, c'est dans le truc de Star Wars, tu vois, donc c'est. Oui, je sais pas comment dire, c'est plus accès à ça. Là, tu vois, pour un bon gros truc de SF, ça. Mais c'est plus sympa. Tu vois que tout est travaillé.
Après, j'ai un dernier petit truc à dire, une dernière petite parenthèse à ouvrir. Encore une fois, fallait qu'on vienne dessus, mais sur Noctrane. Oui. Ouais. Pour ceux qui lisent mes romans, là, le côté bon, je veux pas trop spoiler non plus, ouais, mais le côté idolation voilà, d'un personnage est très présent aussi dans Noctrane. Le côté idolation d'un personnage par un peuple. Ouais. Et lui qui fait pas partie de cette planète et qui vient s'intégrer au milieu du peuple et qui va combattre un envahisseur en fait. Puis moi le personnage de Paul me fait beaucoup penser à Tyler et surtout ce qu'il va pouvoir devenir par la suite. Mais voilà, il y a des choses quand même, tu vois là, vraiment ressemblantes. Le truc des Harkonnen, la pyramide au milieu du truc. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que des fois il y a des plans, même des sets de combat par exemple où tu vois les vaisseaux. Eux ils se battent en bas à l'épée tout ça. Au-dessus t'as les vaisseaux qui passent machin. Je voyais vraiment des scènes de Noctrane quoi. C'est assez impressionnant. Mais bon. Parce que moi on me parle toujours d'Avatar. Dans la ressemblance des personnages. Ouais, c'est ça. C'est au premier abord. Mais la réalité est que Dune fait plus penser à Noctrane que Avatar. Ouais, comme tu disais la dernière fois. Comme je disais la dernière fois, Noctrane en fait, c'est un peu. Si vous prenez Dune et Avatar, vous les mélangez, vous avez du coup la saga Noctrane, c'est clairement. Mais plus version Game of Thrones. Enfin, avec une touche saupoudrée de Game of Thrones dessus quand même. Parce Avatar, c'est quand même un peu trop. C'est gentillet. Mais c'est gentillet, hein, il y a Disney derrière. Oui, moi j'adore aussi, c'est sûr. Je suis extrêmement partisan de ça. C'est sublime. Mais on est moins sur le côté mature et réaliste comme on peut l'être avec Dune. Ou avec Noctrane. Ou Noctrane. Noctrane va être moins bisounours, tu vois. Ouais, moins bisounours. C'est quand même moins bisounours que Avatar, tu vois. C'est là où ça me fait un peu penser à Dune en fait. Voilà, c'est ça. Sur certaines choses qui vont être plus en fait, ça va moins arrondir les angles sur certains sujets, sur les génocides ou les choses comme ça. Voilà, là. Moi, la seule scène qui m'a fait vraiment, enfin bon, après Noctrane, je l'avais pas non plus tout le long en tête, mais la scène, le poignard levé devant le peuple en bas, cette scène m'a très 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 fait penser à Noctrane. C'est exactement ça quoi. Et en fait, après, je peux pas trop en parler, mais moi j'ai surtout les suites aussi. De Noctrane en tête. Moi je les ai pas donc. Et c'est là où ça va commencer à poser problème. En fait, moi ce que j'ai peur, c'est qu'on vienne me dire c'est juste un repompé de Dune, d'Avatar. C'est les gens qui n'auront pas lu le livre qui diront ça. Bien sûr. C'est au premier abord ils diront ça. C'est comme ceux qui disent Avatar. Oui, pareil. C'est facile, mais bon. Mais c'est vrai que cette sensation elle est vraiment bizarre de autant, par exemple, Dune, autant y adorer et te dire aussi, t'as un petit côté de dire mais non, mais c'est moi, j'avais cette idée. Je vois ce que tu veux dire, sinon, du coup, il y aura un troisième et ça sera le dernier. Ça sera le dernier. Le dernier film. Si on avait dit, une trilogie. Alors, ce que j'espère, c'est qu'après cette trilogie, on passera pas sur 50 spin-off, séries, machin et tout. Faut voir parce que derrière, il y aura plus Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, lui, il va s'arrêter au troisième. C'est son histoire. C'est ça. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. Clairement. Tu vois. Et il reviendra peut-être 15 ans plus tard pour faire vraiment et tout en images de synthèse et faire un Hobbit version Dune. C'est ça. Avant de conclure, Kingerfly est sur Twitch, donc si vous aimez bien le monde du jeu vidéo et bientôt du coup parler un peu plus de pop culture, quand on sera un peu plus nombreux, quand il y aura un peu plus de gens qui arriveront, c'est ça. Je suis encore une petite communauté, on n'est pas nombreux, donc c'est trop bien. Ça grandit un peu quand même, ça se passe. Petit à petit, ça avance. Bon, j'ai pas encore de la grosse publicité à balancer sur les réseaux et tout, mais ça va venir. Petit à petit. Sur pas mal de choses. Mais donc n'hésitez pas à rejoindre. Le mardi et le jeudi. Mardi et jeudi, et de temps en temps le mercredi, suivant les découvertes qu'il y a de jeux. Les nouveaux jeux. De toute façon, il y aura tout en description. Et puis, donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao. Salut.